Une boîte à biscuits cache bien plus que des sucreries, elle renferme un secret. Bienvenue sur Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Vos commentaires donnent vie à ces mystères. Commençons. C'était le genre d'après-midi qui donnait une sensation terriblement anglaise. Le jardin du presbytère de Saint-Malo était illuminé par les dahlias de fin d'été et les buis soigneusement taillés, et l'air embaumait les pois de senteur et les scones frais. Un quatuor à cordes jouait sous le vieux chêne, et les tables craquaient sous le poids des éponges Victoria, des tranches de Battenberg et des coupes de trèfle en cristal étincelant. La fête annuelle, organisée par le révérend Hargreaves et son épouse, avait toujours été un moment fort de la vie du village, jusqu'à ce que bien sûr elle ne le soit plus. Miss Jane Marple, soignée et modeste dans sa robe de lin lilas, était assise sous un large parasol, une modeste tasse de thé et un biscuit dans son assiette. Elle parlait peu, mais ses yeux bleus pâles, perçants comme des aiguilles à coudre, observaient tout cep le tremblement de la main de Madame Denham, versant la limonade, le regard bref échangé entre le jeune docteur Edward Fenwick et la fille du directeur de la banque, et l'étrange surprise du vieux major Waring chaque fois que le curé mentionne Bournemouth. Le calme fut rompu peu après l'annonce des résultats du concours de confiture féminine. Sepham Crabtree avait de nouveau gagné avec sa confiture de rhubarbe et de gingembre, à l'attente lasse de tous. Un cri strident, venant de la tente à thé, attira tous les regards. Il provenait de Dora Simpkins, la femme de chambre du pasteur, figée près d'une petite table pliante, les yeux rivés au sol. Là, juste derrière les tartes aux fraises et les rouleaux de saucisses, gisait le corps de Madame Laetitia Backwell, matriarche, bienfaitrice, et pour beaucoup présence silencieusement terrifiante à Saint-Malo. Son chapeau à larges bords était tombé, révélant des boucles grises, et son visage affichait l'expression caractéristique d'une personne brutalement surprise par la mort. Sa tasse de thé, renversée à côté d'elle, laissa échapper un filet de Darjeeling dans l'herbe. Les gens se précipitèrent, puis s'arrêtèrent net, hésitant entre la bienséance et la curiosité. Le révérend Hargreaves pâlit visiblement, tandis que sa femme agitait un mouchoir. L'inspecteur Graves, qui dégustait un scone au fond de la foule, eut le malheur d'être à la fois en congé et le plus haut fonctionnaire présent. Il s'avança vers le corps avec la lassitude déterminée d'un homme dont la journée avait mal tourné. Miss Marple, tranquillement installée sous son parasol, mordit délicatement dans son biscuit. Elle ne allaita pas, ne se leva pas et ne montra pas du doigt. Au lieu de cela, elle murmura pour elle-même avec un léger soupir: 7-8, tiens, j'ai trouvé la confiture un peu trop sucrée cette année. La fête du village ne se résumait plus à des génoises et des tombolas. Une femme était morte, et même si on pouvait dire qu'elle avait le cœur fragile, Miss Marple, qui connaissait les gens mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes, était déjà certaine que quelqu'un, dans ce joyeux jardin, avait commis un meurtre. La mort de Madame Laetitia Backwell, lors de la garden party du presbytère, provoqua une onde de choc à Saint-Malose, aussi sûrement que si quelqu'un avait sonné la cloche de l'église à minuit. Le soir même, tous les salons, petits salons et files d'attente à la poste bourdonnaient de spéculations. La pelouse du presbytère, encore légèrement humide là où le corps avait été déposé, était maintenant délimitée par une banderole du révérend Hargreaves, transformée à la hâte pour délimiter une scène de crime. L'inspecteur Graves, un homme imposant à l'autorité réticente, avait rapidement appelé à l'aide le bourg voisin de Mouch-Norcombe. Mais avant l'arrivée des autorités extérieures, il commença à mener des interrogatoires sous la tente à thé rayée, tentant de trier les invités par pertinence et par calme. La tâche était ardue. Personne à Saint-Malo n'arrivait à croire que Madame Blackwell, formidable, riche et toujours si bien habillée, puisse être morte, et encore moins morte en public.
Elle allait parfaitement bien ce matin, avait insisté Madame Cralley, la postière, assise raide dans un fauteuil en osier blanc, s'essuyant les yeux avec un mouchoir parfumé. Elle avait acheté 2 feuilles de timbre de première classe et un paquet de réglisses assorties. Elle avait dit qu'elle avait des lettres à envoyer. Elle n'avait pas l'air malade, pas du tout. Le docteur Fenwick, appelé après le tumulte initial, s'était agenouillé près du corps et avait prononcé le décès d'un hochement de tête solennel. C'était un bel homme d'une trentaine d'années, porté à des silences pensifs et qui était récemment devenu la cible de complots matrimoniaux. C'est pas aucun signe de lutte, malheureusement, avait-il dit, scrutant brièvement la foule du regard. Aucun traumatisme. Un arrêt cardiaque soudain est possible, mais je demanderai une autopsie bien sûr. De retour dans la foule, les conversations passèrent rapidement du choc à la théorie. Dans le coin près des Génoises, Madame Bletchley, une veuve à la langue acérée connue pour ses observations impitoyables, se pencha vers son amie Agnès Cole. Elle avait des ennemis, murmura-t-elle, comme si elle prononçait un sort. Ne prétends pas le contraire. Tu te souviens de ce qu'elle a fait à la pauvre Ida, Mercé à propos des compositions florales de l'Église. Elle l'a humiliée. Certaines personnes n'oublient jamais ce genre de choses. Agnès hocha la tête, les yeux écarquillés. Et elle avait réduit de moitié le budget de la bibliothèque l'année dernière, déclarant que lire des romans était une lente pourriture de l'esprit. Manuel Marple, qui avait regagné sa place après le brouhaha initial, ne se joignit pas au brouhaha des femmes qui chuchotaient ni au groupe d'hommes pensifs près du kiosque. Elle s'assit à l'ombre, son panier à tricot à côté d'elle, le regard perdu dans le vide des silhouettes qui s'éloignaient. Elle écouta, le ton des voix, la façon dont les gens regardaient non pas le corps, mais les uns les autres. Dora Simpkins, la servante qui avait découvert le corps, s'était réfugiée dans l'arrière-cuisine, pleurant derrière un tablier humide. C'était une jeune fille nerveuse, d'à peine 18 ans, connue pour sa maladresse et sa politesse terrifiée. L'épouse du révérend Hargreaves, Madame Edith Hargreaves, la réconfortait du mieux qu'elle pouvait, même si sa voix tremblait parfois. « Ces pauvres enfants » murmura-t-elle en repoussant les cheveux de Dora. « C'est petit, tu as eu une frayeur. Raconte-nous simplement ce que tu as vu. » « Je n'ai rien vu d'étrange, madame, balbutia Dora. Elle était allongée là. Je me contentais d'apporter des pots de lait. » L'inspecteur Graves était arrivé à la porte de la cuisine et se tenait là, son carnet à la main. « As-tu remarqué quelqu'un près de Madame Blackwell avant sa chute, Dora? Quelqu'un qui se comportait bizarrement, ou une dispute? » C'est pour petit, Dora secoua la tête. C'est pour petit, non monsieur. Elle parlait au major Waring, je crois. Juste avant. Il lui avait apporté une assiette, je me souviens, avec une tarte et un biscuit, puis je me suis détourné, et elle était à terre. Le major fut rapidement repéré près de la théière, tirant avec irritation sur une pipe éteinte. Grand militaire à la retraite, avec une moustache en bec de morse et une boiterie raide, il avait la réputation bien méritée d'éviter le scandale et de détester les histoires. « Veto von senti » dit-il à l'inspecteur Graves, d'un ton à mi-chemin entre l'agacement et la confusion. Je ne lui ai apporté une assiette que parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas faire la queue. C'est pour petit, elle prit une tarte au raisin et un de ces horribles biscuits aux amandes, et dit qu'elle s'assit près des azalées. Ensuite, je sais qu'elle est à plat ventre. Vous a-t-elle dit quelque chose, Major T? Demanda l'inspecteur. Quelque chose d'inhabituel, c'est Waring se frotta la tempe. Pas vraiment. Elle a bien mentionné qu'elle ne faisait pas confiance à la confiture. Elle a dit que quelqu'un s'était tué un Gérette.
Elle l'a trouvé trop liquide pour les habitudes de Madame Crabtree. Mais sérieusement, Graves, parlons-nous maintenant de confiture empoisonnée 7. Graves ne répondit pas. Il écrit un mot dans son carnet. Le soir venu, les villageois rentrèrent chez eux à contre-cœur, parlant toujours à voix basse, s'arrêtant par groupes de 2 ou 3 pour récapituler leurs théories. Les théories abondent. Madame Blackwell avait été empoisonnée, ou peut-être avait-elle découvert le secret de quelqu'un et avait été réduite au silence, ou peut-être était-ce un accident. La confiture était peut-être trop sucrée, ou trop amère, ou pas de confiture du tout. Cette nuit-là, le village dort mal, les rideaux tiraient plus fort et les lumières du porche allumées plus longtemps. Pourtant, dans sa maisonnette bien rangée de Church Lane, Miss Marple dormait profondément, après avoir écrit 2 lettres et tricoté quelques rangs tranquillement. Elle avait aussi repensé, dans sa tête, aux expressions qu'elle avait vues à la garden party. La façon dont le docteur Fenwick avait regardé le corps trop longtemps, peut-être 7. L'instant de panique dans les yeux de Madame Crabtree, à l'évocation de sa confiture. Et plus curieux encore, la boîte à biscuits. Elle l'avait vue, bien sûr, car Miss Marple avait tout vu. Une grande boîte à biscuits décorative, ornée d'une image du château de Windsor, servait à servir les confiseries et était placée au bout de la table jusqu'à ce qu'elle disparaisse, mystérieusement, juste après le décès. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué, mais c'était rare. C'était normal. Miss Marple avait du temps et une vie entière passée à observer la nature humaine sous ses aspects les plus discrets. Au matin, le village se serait réorganisé autour de ce nouveau mystère. Et Miss Marple, calme et souriante, observerait en silence. Le lendemain matin, le soleil revint à Saint-Malo avec un éclat presque impertinent. Les pelouses du presbytère étaient encore humides de la rosée matinale, et l'odeur désormais atténuée de l'herbe piétinée se mêlait à la douceur persistante de la confiture renversée et du gâteau éponge écrasé. Un courant sombre planait sur le village. C'était le genre d'ambiance qui poussait même le laitier à livrer plus doucement, et Madame Lorimer à chuchoter à l'église. Miss Marple se leva tôt, comme toujours, et s'habilla avec un soin particulier. Elle portait un cardigan bleu pâle avec des gants assortis, et choisit un chapeau de paille à bords étroits. Un meurtre imposait une certaine propreté. Elle prépara son petit déjeuner, cueillit 2 roses dans le jardin, l'une pour la table, l'autre pour l'église, et glissa son panier sous son bras. Mais elle ne se rendit pas directement à l'église. Elle marcha lentement vers la place du village, s'arrêtant de temps à autre pour admirer une haie ou échanger des plaisanteries avec une voisine. Elle passa devant le bureau de poste, où Madame Craley avait déjà réaménagé la vitrine pour y inclure un petit hommage à Madame Blackwell, une photo du calendrier caritatif du Women's Institute, et un mot de condoléances, dactylographié avec goût. Devant l'épicerie, Miss Marple s'arrêta pour acheter une barquette de mûres au jeune Harry Chudley, revenu au village récemment après un séjour raté à Londres. « So trop de travail hier soir », dit Harry en lui tendant le sac en papier craft. « Vous étiez là, n'est-ce pas, Miss Marple ?»« J'y étais, dit-elle doucement, même si je crains de ne pas avoir vu grand-chose. Imaginez tout de même que cela se soit produit au presbytère, entre tous. Pensez-vous que c'était du poison ?» Sa voix baissa, pleine d'une curiosité exaltée. « Ma mère dit qu'il pense que c'était peut-être quelque chose dans le thé. » Miss Marple hocha la tête, mais son expression ne trahit rien. « Espérons que non, » dit-elle gentiment. « Ce serait vraiment dommage de penser qu'une chose aussi réconfortante puisse se transformer en quelque chose d'aussi alarmant. » Elle le quitte avec un sourire,
son esprit se tournant à nouveau vers la boîte à biscuits disparue. Lorsqu'elle arriva à l'église Sainte-Marie, le village se rassemblait pour la prière du matin. Ce n'était pas dimanche, mais la mort avait le don d'attirer les gens vers les bancs. Le pasteur, l'air solennel, se déplaçait parmi ses fidèles, prodiguant de douces paroles de réconfort et de réconfort. Au fond de l'église, Miss Marple prend place à côté de Madame Weatherby, une ancienne institutrice passionnée de broderie et de phrases latines. Après les prières, les villageois flânèrent dehors, entraînés dans une conversation prudente. La chaleur du jour invitait à s'attarder, et si personne n'en parlait trop haut, le mystère de la mort de Madame Blackwell planait sur chaque échange. Je continue à dire que c'était son cœur bert, déclara Madame Pomozor, la femme du boucher, sous un chapeau à plumes. Soit-elle était toujours si tendue. Soit-elle, vous souvenez-vous de son comportement, lorsque le club de jardinage voulait planter des jonquilles sur la place publique? Elle hurla à la pauvre Agnès. J'ai entendu dire qu'elle avait modifié son testament le mois dernier, murmura M. Lively, l'avocate à la retraite, à les sourcils levés. Soit-elle éliminer sa nièce, ça mène toujours à des ennuis. Soit-elle, Monsieur le Marple ne dit rien, elle écoutait de nouveau, écoutant ce qui se disait, et plus important encore, ce qui ne se disait pas. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves reprit son enquête depuis un poste temporaire au presbytère, même s'il était clair que les Hargreaves peinaient à dissimuler leur malaise à l'idée d'accueillir une enquête pour meurtre. La tentative avait été démontée, et Madame Hargreaves avait insisté pour brûler tous les gâteaux restants, convaincue qu'ils pouvaient être contaminés. L'inspecteur avait dressé la liste de ceux qui avaient interagi avec Madame Blackwell le jour de la fête, et commença à les convoquer un par un au salon. D'abord Madame Crabtree, visiblement encore bouleversée. La confiturière primée, connue pour sa rigueur, jouait avec ses gants en parlant. « Je n'ai jamais voulu faire de mal, dit-elle soudain, la voix brisée. Soit-elle vous devez me croire. Soit-elle Grave leva les yeux, soit-elle me Crabtree, personne ne vous a accusé de quoi que ce soit. Soit-elle mais jamais, c'était ma confiture. Tout le monde le sait. Et Laetitia, Madame Blackwell, a dit quelque chose comme quoi elle avait un goût différent. J'ai vu sa tête quand elle l'a goûté, elle était surprise. Mécontent, êtes-vous surprise? Demanda Graves. Je suppose que oui, à demi Madame Crabtree. Le goût était différent, la rhubarbe venait d'une nouvelle source. Mon épicier habituel n'en avait pas, alors j'en ai acheté à ce garçon de Chudley. J'aurais dû la tester plus attentivement. Je pensais que le gingembre masquerait le goût. Graves prit note. Avez-vous remarqué quelqu'un près de la table? Quelqu'un manipulant les confitures? Madame Crabtree hésita. Non. Mais cette horrible boîte à biscuits a bel et bien disparu. Vous savez, celle que l'Institut des femmes sort à chaque fête. Nous y gardons toujours les biscuits aux amandes. Une chose hideuse, peinte avec le château de Windsor et ses petits soldats. Elle a disparu quelque temps avant la découverte du corps. Miss Marple, qui était assise dans un coin avec son tricot, comme si elle attendait le vicaire, leva les yeux. Une boîte qui disparaît, dit-elle doucement, c'est plutôt étrange. Ces boîtes ne disparaissent pas toutes seules. Grave lui jeta un coup d'œil. Oui, Miss Marple, elle sourit doucement. J'ai toujours trouvé que quand quelque chose disparaît, c'est soit parce que ça n'a aucune valeur, soit parce que ça en a trop. Il fronça les sourcils. Tu trouves ça important? Oh,
Pas du tout, seulement que les gens font des choses très étranges quand ils croient que personne ne les regarde. Surtout sous pression. Sur ce, elle retourna à son tricot, le cliquetis des aiguilles apaisant étrangement la tension ambiante. Plus tard dans la journée, Dora Simpkins est à nouveau interviewée. Cette fois, elle était plus calme, assise à côté de Miss Marple, une tasse de chocolat chaud et un châle en laine sur les épaules. Soit-elle, je n'arrêtais pas de penser, dit Dora d'une voix faible, soit-elle, j'ai vu quelque chose, ou peut-être pas. Je courais d'avant en arrière avec les pots de lait, et je ne voulais pas trébucher à nouveau. Mais je me souviens que le major Waring lui avait donné cette assiette, et qu'elle avait dit quelque chose, juste un mot. Vraiment. Soit-elle le maire, soit-elle, c'est tout ce qu'elle a dit. Puis je me suis tourné vers la tante, et la seconde d'après, elle avait disparu. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent un instant. Soit-elle le maire, dites-vous? Dora hocha la tête. Oui, mademoiselle. C'est le mot. L'inspecteur qui rôdait à proximité prit une autre note. Alors que la journée avançait, et que le village continuait de bouillonner de spéculations, Miss Marple rentra chez elle. Elle mit son tricot de côté, se prépara un dîner léger, et ouvrit son carnet. À l'intérieur se trouvaient de petites notes manuscrites. Boîte à biscuits Windsor Castle, Madame Blackwell dit amèrement. Disparition. Pas accident. Confiture trop sucrée. Oui. Elle marque une pause. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle barra si trop sucré siette, et écrivit en dessous si trop sucré, pour que Madame Blackwell se plaigne de qui en profite. Soit-elle sa net retentirait. C'était Monsieur Lively, qui posait une question sur une réunion de la Guilde des femmes. Miss Marple l'écouta poliment, hocha la tête, et promit de consulter son journal. Mais alors qu'il se retournait pour partir, elle demanda presque distraitement à Monsieur Lively si Madame Blackwell gardait des objets en sécurité au village 7. Peut-être de vieux papiers, ou des objets de valeur 7. Il parut surpris. Eh bien oui. Les médailles de son défunt mari, je crois. Et une boîte à lettres. Elle était terriblement exigeante à leur sujet. Soit-elle si de oui, monsieur le vit-elle si de oui, monsieur le viennent terriblement exigeants, quand ils se sentent menacés. Ou s'ils savent quelque chose qu'ils ne devraient pas savoir. Soit-elle si. C'est de vieux. Vous pensez que ce n'était pas naturel alors c'est. Miss Marple croisa les mains. Je pense qu'au cours d'une garden party tranquille, quelqu'un a provoqué une mort subite, et ce n'est pas naturel du tout. Alors que Monsieur Lively s'éloignait dans la nuit tombante, Miss Marple referma son carnet. Elle commençait à en distinguer la forme, comme une vague silhouette sous du papier calque. Mais il n'était pas encore temps d'insister. Il lui fallait un dernier élément, juste un petit détail. Et elle avait une idée de l'endroit où la trouver. Le 3e jour après la fête, les soupçons à St. Mallows avaient commencé à se développer. Il n'était plus question de savoir si Madame Laetitia Blackwell était morte naturellement. Le rapport préliminaire du coroner avait confirmé ce que beaucoup avaient déjà commencé à soupçonner. Des traces de digitaline avaient été trouvées dans son organisme, administrées peu avant sa mort. Une dose précise et amère,
probablement dissimulé dans de la nourriture ou de la boisson. C'était un meurtre soigneusement exécuté. L'inspecteur Grave, rejoint par 2 agents de police de Mouch-Norcombe, recueillait les déclarations officielles dans la salle de lecture de la salle des fêtes. Un nouvel avis avait été épinglé sur le panneau d'affichage à l'extérieur. Tous les participants à la fête sont priés de coopérer pleinement à l'enquête. En dessous, quelqu'un avait affiché une citation de la Bible soigneusement écrite cette. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni de caché qui ne soit révélé. Monsieur le Marpole arriva à la salle peu après 11 heures, déclinant poliment l'invitation de Madame Penrose à se joindre à un cercle de spéculation près du portail du cimetière. « Non, non, merci, » dit-elle avec un sourire. « Je rends simplement un livre à la bibliothèque, et je pensais pouvoir écouter, juste un peu. » À l'intérieur, l'inspecteur Grave était en train d'interroger le docteur Fenwick, qui se tenait droit, et posé près du mur lambrissé de chêne de la salle des fêtes, les mains jointes dans le dos. Son expression était polie, quoique distante. « Ambredaro prenons, docteur 7, dit Grave en tapotant son carnet du bout de son stylo. Vous étiez près de la table des rafraîchissements peu avant que Madame Blackwell ne s'effondre 7. Je venais de me servir une assiette de sandwich, et je parlais à Madame Hargrave. Je n'ai pas vu Madame Blackwell prendre sa nourriture, ni ce qu'elle a consommé. Vous l'avez examinée ensuite. Je soupçonnais une insuffisance cardiaque, mais au vu du rapport du coroner, je dois admettre que je me trompais. Avait-elle des antécédents médicaux 7? L'inspecteur Grave se renversa en arrière. Êtes-vous en train de suggérer que j'ai administré du poison à une femme en plein jour, devant tout un village? Grave leva les mains. Ne suggère rien. Un désaccord? Un désaccord? Elle me pressait de recommander son petit-neveu pour un poste à la clinique. L'influence de Madame Blackwell s'étendait à presque toutes les organisations et tous les comités. On lui accordait sa déférence non par respect, mais par peur. Et elle usait de ce pouvoir comme bon lui semblait. Miss Marpole assise à proximité, son livre de bibliothèque non ouvert sur les genoux, hoqua légèrement la tête. Le major Waring arriva 10 minutes plus tard, une canne à la main, l'air de considérer toute cette affaire comme une distraction gênante par rapport à son emploi du temps habituel. Ses déjeuners, échecs et grognements au sujet du courrier. Tout cela est très inhabituel, s'est dit le major en s'enfonçant dans le fauteuil en bois dur. On pesément sous la tentaté. Un peu anti-britannique, à mon avis. Grave s'éclaircissant la gorge. On vous a vu tendre une assiette à Madame Blackwell peu avant son malaise. On d'aller lui en chercher une,
Elle ne voulait pas faire la queue, et puis Laetitia était toujours plutôt impérieuse. Et qu'il y avait-il dans l'assiette? Une tarte. Je parlais à la jeune Dora, je crois, et j'ai pris ce qui était le plus proche. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal avec les biscuits? Vous et Madame Blackwell vous connaissiez depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? En effet, elle avait servi avec son mari pendant la guerre. Un brave garçon. Ouf. Mais oui, je la connais plus longtemps que quiconque au village. Mademoiselle Marpoule, qui avait entendu cela, repensa à l'expression du major quand Madame vous faut retrouver. Il y avait eu un choc, certes, mais aussi autre chose. Pas de chagrin. Mais pas d'horreur. Une fois l'interrogatoire terminé, Mademoiselle Marpoule s'approcha de Grave. « Si vous me le permettez, inspecteur, dit-elle doucement. Je me demande si quelqu'un a vérifié ce qu'il était advenu de cette boîte à biscuits. » Graves avait l'air fatigué. Nous avons demandé autour de nous. Mais on l'a peut-être emporté avec la vaisselle par erreur, ou volontairement, murmura Miss Marpoule. Je me souviens avoir vu Dora Simpkins près de la théière. C'est une fille sensible. J'espère que quelqu'un lui a parlé. On a déjà parlé à Dora 2 fois. Malgré tout, dit Miss Marpoule. Elle était effrayée. Et les gens effrayés ne se souviennent pas toujours bien des choses. Ah. Mais ils remarquent parfois ce que les autres oublient. Le soleil de l'après-midi s'était adouci, projetant une lueur mielleuse sur l'allée de gravier. Dans l'arrière-cuisine, Dora recouvre une théière avec une intensité inhabituelle. « Ouf, Miss Marpoule, dit-elle les yeux écarquillés. Je ne m'attendais pas à passer juste pour rapporter un livre de recettes. » Dit Miss Marpoule d'un ton aimable, en sortant un mince volume de son panier. Mais j'espérais vous demander quelque chose. Dora hocha la tête, nerveuse. Vous avez mentionné que Madame Blackwell avait dit quelque chose avant de s'effondrer. Mot étrange, tu ne trouves pas? Mot, je suppose que oui, murmura Dora. Mot, peut-être que la confiture était périmée. Mais je me demande si tu as vu quelqu'un près de la boîte de biscuits. J'y pense sans cesse. Dora hésita, les mains encore dans l'eau savonneuse. J'ai bien vu quelqu'un, je crois. Je ne m'en mente meuf, mais juste avant d'apporter le lait, j'ai vu Monsieur Lively près de la table. Mon m'aurait dit qu'il cherchait quelque chose. Il tenait une boîte de conserve. Les sourcils de Miss Marpoule se haussèrent légèrement. Je me suis retourné, et elle avait disparu. J'ai cru qu'il l'avait rapportée à la cuisine. Curieux, dit Miss Marpoule. Quitta le presbytère l'air pensif. Taylor seul avait tout le que Sopo. L'idée qu'il ait subtilisé une boîte de biscuits semblait absurde. Mais que celle-ci ne contienne quelque chose qui n'ait rien à voir avec des biscuits,
Miss Marple rentre chez elle, l'esprit en ébullition, une certitude tranquille. Les suspects commençaient à se révéler, non pas par des alibis ou des faits, mais par leur comportement, par leurs craintes, leurs souvenirs, et ce qu'ils souhaitaient oublier. À l'abri dans son salon, elle prit une nouvelle note. Le docteur Fenwick insultait, il professionnellement l'ancienne loyauté du major Warrington. Monsieur Lively avait-il perdu sa boîte? Le mobile tasse, il manquait encore des pièces, mais la forme était plus claire. L'un de ces respectables villageois avait commis un meurtre, non pas par imprudence, mais avec un but précis, et Miss Marple comptait bien en découvrir la raison. Le matin du 4e jour après la fête que l'ambiance à San, le choc avait laissé place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Les murmures s'étaient transformés en soupçons, et même les voisins de toujours s'observent désormais avec une prudence nouvelle. Miss Marple, cependant, restait calmement résolue dans ses habitudes. Elle s'occupa de son jardin, composa une courte lettre à son neveu Raymond et prit le thé à 4 heures précises. Mais derrière son calme apparent, son esprit s'agitait comme une horloge, assemblant les pièces d'un puzzle qu'elle seule semble voir. Le village continuait de parler, bien sûr. Une nouvelle rumeur courait selon laquelle Madame Blackwell était impliquée dans une violente dispute au sujet des fonds de l'Institut des femmes. Une autre racontait qu'elle avait menacé de révéler la liaison de quelqu'un. Les théories se multipliaient comme des pissenlits, mais Miss Marple s'intéressait pas seulement au ragot, elle s'intéressait au schéma, au comportement, et surtout aux détails que d'autres avaient négligés. Elle se rendit au cimetière ce matin-là sous prétexte de visiter la parcelle familiale des Blackwell, un petit bouquet de dahlias et de pois de senteur à la main. C'était un endroit calme, ombragé par des ormes et bordé de murets de pierre. Le gardien, Monsieur Bowditch, tondait la pelouse avec une paire de ciseaux. « C'est bonjour, Miss Marple, c'est Brull, dit-il en inclinant sa casquette. « Quelle affaire affreuse. »« Oui, » répondit-elle doucement en déposant les fleurs. « J'imagine que tout le village est un peu perturbé. » Monsieur Bowditch grogna. « Monsieur, on dit que c'était de la confiture, ou les biscuits, ou les deux. »« Oh, les biscuits, » dit Miss Marple d'un ton détaché. « Il y en a tellement de sortes de nos jours, qu'on a du mal à s'y retrouver. Étiez-vous à la fête, Monsieur Bowditch? »« Moi? Non, mademoiselle. Monsieur, je n'ai jamais été du genre à me presser. Je vais surtout à l'église. » Mais j'ai entendu parler de cette boîte manquante. Oui, c'est bizarre, non? Vous souvenez-vous des fêtes précédentes? Le château de Windsor peint dessus, tout en rouge et or criard. Monsieur Bowditch, les choses qui n'ont pas leur place ont tendance à attirer le regard. Elle partit peu après, mais pas avant d'avoir remarqué où le mot se trouvait. Il lui sembla que quelque chose n'allait pas, que la boîte ne se fondait pas dans le décor. Elle la rangea et se dirigea vers le presbytère. Madame Hargreaves l'accueillit à la porte, l'air troublé et fatigué. « Oh, Miss Marple, pardonnez le désordre. Tout semble encore si perturbé. Je suis sûr que vous avez eu beaucoup à gérer,
dit gentiment Miss Marple. Je ne resterai pas longtemps. Je me demandais simplement si vous aviez trouvé des boîtes ou des plats égarés en rangeant après la fête. Madame Hargreaves hésite. Eh bien, maintenant que vous le dites, nous avons trouvé quelque chose. Dans le garde-manger du fond, derrière les bocaux. Je n'y avais pas jeté un coup d'œil depuis avant la fête. Edith, c'est-à-dire que notre cuisinière l'a trouvé hier. Cela vous dérangerait-il terriblement que j'y jette un coup d'œil, c'est. Quelques instants plus tard, Miss Marple se tenait dans le garde-manger frais et sombre, les yeux fixés sur la boîte à biscuits qu'elle imaginait depuis des jours. Elle était là, telle que M. Bowditch l'avait décrite, rouge et or, avec une illustration du château de Windsor et plusieurs soldats peints en tenue de cérémonie. Madame Hargreaves souleva le couvercle et fronça le nez. Vide, bien sûr, bien qu'il y ait une légère odeur d'amande. Miss Marple regarda à l'intérieur. Peut-être les résidus des biscuits, dit-elle doucement, ou quelque chose placé là plus délibérément. Elle examina le fond de la boîte, puis le couvercle, ses doigts caressant délicatement les bords. Enfin sa main s'arrêta. Un petit morceau de parchemin était coincé entre la doublure et le métal. Elle le retira délicatement et lut l'encre fanée. « C'est tiens, murmura-t-elle. C'est très intéressant. » C'était un fragment d'une vieille lettre, déchirée à la hâte, mais suffisamment lisible pour lire une phrase qui ne permet pas à la vérité de la demande d'émerger. Elle ne devait pas en parler. Miss Marple plia soigneusement le papier et le rangea dans son sac à main. Elle se tourna vers Madame Hargreaves, l'air pensif. « Je me demande, ma chère, si je pourrais emprunter cette boîte un instant. La façon dont elle a été cachée est révélatrice. Bien sûr, Miss Marple. Pensez-vous qu'il y ait un lien? » « Oui, oui, dit Miss Marple doucement. Ou plutôt, je soupçonne que quelqu'un a pensé qu'il y avait un lien. Et c'est peut-être la peur plus que la vérité qui les a motivés. » La boîte sous le bras, elle retourna à son cottage et la déposa sur la table de la cuisine. Elle examina chaque centimètre carré, prenant des notes. Elle avait visiblement été essuyée, peut-être même nettoyée à la hâte, mais un détail ressortait, c'est peu l'odeur d'amande mentionnée par Madame Hargreaves. Du cyanure, des amandes amères, pas le poison utilisé pour la mort de Madame Blackwell, mais son cousin. Une confusion d'odeurs peut-être, ou une erreur d'orientation. La boîte aurait-elle pu servir à une tentative antérieure, ou servait-elle simplement à cacher des documents? Miss Marple réfléchit attentivement. La lettre, lisible, laissait entrevoir une requête secrète. Un testament, un héritage secret. Son esprit se tourna vers M. Lively. Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit à son cottage, une élégante bâtisse ornée de lierres rampant sur les côtés, et d'un rosier parfaitement symétrique à chaque angle. Il la salua cordialement, bien que ses yeux se soient posés sur son sac à main avec une tension visible. « C'est Mademoiselle Marple, dit-il. C'est Mademoiselle Marple, dit-il. C'est un plaisir comme toujours. J'espérais vous parler, mais répondit-elle, brièvement. Vous avez mentionné plus tôt que Madame Blackwell gardait des objets en sécurité au village. Oui, les médailles de son mari, des papiers privés. Pensez-vous que ces papiers incluraient son testament? C'est un Mademoiselle Mouse. Puis hocha lentement la tête. C'est possible. Elle le réalisait souvent. Je lui en ai rédigé plusieurs versions moi-même. A-t-elle apporté des modifications récemment? Oui, il y a environ 6 semaines. Elle a demandé à ce que sa petite nièce, Judith, soit retirée, et à ce que plusieurs organisations locales soient désignées comme bénéficiaires, c'est peu l'Église, l'Institut des femmes et la clinique. C'est Mademoiselle Marple. Et quelqu'un d'autre était-il au courant de ces changements? Non, répondit Lively. Seulement moi. Et bien sûr Madame Blackwell. Elle tenait absolument à la confidentialité.
Elle a dit qu'il y aurait des désagréments, c'est autrement. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Semblait-elle effrayée? Lively hésita. Non, pas effrayée, mais je suis inquiète. Oui, de retour dans son salon ce soir-là, Miss Marple ajouta plusieurs nouvelles entrées à son carnet. Boîte cachée. Pourquoi? Fragment de lettre Legs. Testament modifié, nouveau bénéficiaire. Quelqu'un risquait de perdre. Elle tapota la page avec son stylo, puis traça un trait léger sous la dernière note. Lively vit la boîte. Fenwick insulté. Major Waring loyal ou amer. Mais qui savait que le testament avait changé? Qui avait le mobile et l'accès? Les indices convergent, dessinant les contours de quelque chose de plus sinistre que des jalousies locales ou des rancunes mesquines. Miss Marple sans l'air changé. Elle était proche maintenant, très proche. La réponse ne résidait pas seulement dans ce qui avait été caché, mais aussi dans le pourquoi. Et plus important encore, dans ce que Madame Blackwell avait menacé de révéler. Alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de St. Mallows, une silhouette descendit précipitamment Church Lane. Les yeux perçants, la posture voûtée. Quelque chose se dénoue. Quelque chose de dangereux. Et Miss Marple, calme et patiente comme toujours, attendait. Le lendemain se leva sous un ciel gris et lourd, basé sur St. Mallows, comme si le temps lui-même était alourdi par le poids de ce qui restait à révéler. L'air était lourd d'impatience. Les villageois s'agitaient désormais avec plus de détermination, jetant des regards par derrière les rideaux, interrompant leur conversation au milieu d'une phrase à l'approche de pas. La fête champêtre n'était plus l'objet d'une curiosité fut-il laissée. C'était l'épicentre de quelque chose de sinistre. Miss Marple, assise dans son modeste salon, son tricot intact sur les genoux, revoit ses notes. La boîte, la lettre déchirée, la lettre altérée, tout indiquait des courants plus profonds sous la surface paisible de la vie villageoise. Il ne s'agissait pas simplement d'une rancune mesquine ou d'un ressentiment insouciant. On sentait le désespoir. Quelqu'un avait risqué de perdre quelque chose de précieux et avait tué pour l'empêcher. Elle prit son sac à main et partit. Sa première visite ce matin-là fut chez Judith Blackwell, la petite nièce de feu Madame Blackwell. Judith vivait dans une modeste maison en briques à la lisière du village, dont la propreté contrastait avec le chaos qui régnait clairement en dessous. Le jardin de devant était envahi par la végétation et les rideaux étaient tirés, malgré la lumière du jour. Judith ouvrit la porte d'un air réservé, toujours en robe de chambre, les cheveux blonds non brossés. « C'est Miss Marple, dit-elle, et surprise. C'est Mabel Paul, dit-elle, et surprise. C'est Mabel Paul, d'une certaine manière, répondit doucement Miss Marple. C'est Mabel Paul. Puis-je entrer un instant? Judith hésita, puis s'écarta. Le salon sentait légèrement la fumée de cigarettes et les fenêtres fermées. Une tasse de thé, le bord taché de rouge à lèvres, était posé sur la table, intacte. C'est Mabel Paul, dit-elle. Paul, Miss Marple lui lança un regard bienveillant. C'est tout naturel. Mais les ragots sont un instrument grossier, ils passent souvent complètement à côté de la vérité. Judith s'assit en soupirant. C'est je suppose que vous avez entendu parler du testament. Moi si répondit Miss Marple d'un ton calme.
C'est vous avez été radié de votre liste de bénéficiaires peu de temps avant la mort de votre tante. C'est le Paul 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 Paul. Être écarté comme ça après tout ce que j'ai fait pour elle. Et qu'avez-vous fait exactement pour elle? C'est Madame Miss Marple doucement. Le regard franchement aimable. Je faisais ses courses. Je m'assieds avec elle quand elle n'allait pas bien. Je lui apportais ses courses alors qu'elle n'avait personne d'autre. Et puis je suis parti, comme ça. Elle a dit que j'étais cet homme parce que j'avais emprunté de l'argent à l'Air Océan. Je ne l'ai pas remboursé tout de suite. Ce n'est pas comme si je l'avais volé. Miss Marple hocha lentement la tête. Je vois, et avez-vous déjà parlé du testament à Monsieur Lively? Judith ricana. C'est lui qui lui a dit de le modifier, je suppose. Il me regardait toujours comme si j'étais une nuisance, comme si je ne méritais rien. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur elle. C'est aimable Paul, dit-elle doucement. Et parfois la peur les rend très insouciants. C'est aimable Paul. Elle quitta le cottage en silence, l'esprit s'emballant, non pas parce qu'elle était convaincue que Judith avait commis le crime, mais parce que la peur et l'amertume avaient laissé des traces, et celle de Judith était encore fraîche. Sa visite suivante l'emmena au domaine Blackwell, un manoir couvert de lierre, désormais sous la gouverne hésitante de Madame Maud Prichard la gouvernante. Madame Prichard l'accueillit dans le grand couloir, les mains jointes devant son tablier, l'air mêlé de prudence et de fierté. « J'attendais quelqu'un tôt ou tard, Nada », dit-elle en conduisant Miss Marple dans un salon sombre qui sentait le vieux bois et le cirage à la lavande. C'est ce qui s'est passé est anormal. Madame Blackwell avait ses habitudes, mais elle ne méritait pas de partir comme ça. C'était une femme au caractère bien trempé, dit Miss Marple en s'installant dans un fauteuil droit. C'est aimable Paul. C'est aimable Prichard Nada. C'est aimable Paul. Elle ne m'a jamais rien dit directement, mais j'ai entendu des choses. Une fois elle était au téléphone, elle pensait que j'étais monté. Elle a dit quelque chose à propos de son cette influence et que s'il la poussait trop loin, elle se retrouverait dans les journaux. Je ne savais pas qui il était. Miss Marple se pencha en avant. Avait-elle eu de la visite récemment? Le docteur Fenwick est passé la semaine précédant la fête. Ils se sont disputés. Je l'entendais à travers la porte. Quelque chose à propos des comptes de la clinique. Elle l'accusait de mauvaise gestion. C'est si très intéressant, murmura Miss Marple. C'est Paul. Il y avait le Major Warrington Il est arrivé un soir, très tard. Il est arrivé un soir, non. C'est Thomasin, je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais quand il est parti il ressemblait à un fantôme. Miss Marple la remercia et partit peu après. Dehors les nuages se dissipent brièvement, laissant entrer un rayon de lumière de l'après-midi. Elle marcha d'un pas rapide vers le parc, où elle aperçut le Major Waring assis sur un banc sous les ifs, sa canne à côté de lui, et un journal plié sur les genoux. Il leva les yeux à son approche, le visage las. « Je vous attendais, dit-il doucement. Vous venez me demander si j'ai empoisonné Laetitia. » Miss Marple s'assit à côté de lui sans y être invitée. « Non, Major. Je suis venu vous demander pourquoi elle vous effrayait. » Il resta silencieux au début. Les branches d'ifs s'agitèrent au-dessus d'eux, murmurant dans la brise.
Elle savait quelque chose, dit-il finalement, à propos de mon séjour en Birmanie. Il y a eu un tribunal par la suite. Rien n'a jamais été prouvé, vous comprenez. Mais il y avait des rumeurs. Elle a dit que si je ne soutenais pas sa proposition de financement pour le conservatoire de l'Église, elle suggérerait des choses au ministère. À mon âge, un scandale serait ma fin. Miss Marple l'écouta attentivement. Vous avez servi avec son mari, n'est-ce pas? Moi oui, il m'a sauvé la vie autrefois. Je lui devais bien ça. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas cédé à son chantage. Et la nuit où vous lui avez rendu visite, j'ai essayé de la convaincre. Je l'ai suppliée. Elle s'est moquée de moi. Il s'est arrêté les yeux brillants. Mais je ne l'ai pas tué. Je n'aurais pas pu, et je ne l'aurais pas fait. Miss Marple le crut. Il n'y avait aucune évasion dans sa voix, seulement du regret. Elle se leva et lui toucha légèrement le bras. Merci, Major. La vérité a tendance à refaire surface, aussi profondément enfouie soit-elle. Alors que le jour déclinait, elle fit un dernier arrêt. C'était la maison du docteur Fenwick. Il ouvrit rapidement, comme s'il s'attendait à être interrompu. Miss Marple, dit-il, j'ai des patients. Cela ne prendra qu'un instant, répondit-elle. Elle entra. Le couloir était impeccable. Le porte-manteau bien rangé, le carrelage poli d'un éclat terne. Il la conduisit à un bureau garni de livres de médecine. J'ai cru comprendre que vous aviez rendu visite à Madame Blackwell peu avant sa morsette, dit Miss Marple sans détour. Oui. Cet homme-ci le vous accusait de malversation dans les fonds de la clinique Esset. Il serait dit. Accusation sans fondement. Elle avait mal compris les comptes, et menaçait de vous dénoncer tête. Elle disait qu'Elfe me ferait remplacer tête. Elle voulait que son neveu ait ce poste. Un enfant sans formation. La voix de Miss Marple était douce. Et que se passerait-il si les faits étaient rendus publics? Il ne répondit pas. Elle hocha la tête et se retourna pour partir. Oui, abystem assis les têtes. Oui, abystem assis les têtes. Oui, abystem. Et Mystery se donne parfois beaucoup de mal pour se protéger. Cette nuit-là, alors que Saint-Malo dormait à nouveau d'un sommeil agité, Miss Marple était assise près de la fenêtre de sa chambre, la boîte à biscuits ouverte devant elle, le mot déchiré à côté. Sa liste de suspects était réduite. Leur secret commençait à remonter à la surface, mais l'un d'eux avait tué, non pas par peur seulement, mais avec un but précis, et Miss Marple avec sa discrétion comptait bien les faire sortir. Le lendemain matin, un calme inhabituel régnait sur Saint-Malo. Le ciel lavé par la pluie de la nuit était pâle et sans nuages. Un silence étrange et chargé flottait dans l'air, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple, se levant peu après 6 heures, comme à son habitude, trouva l'atmosphère étrange. Ce n'était pas le calme habituel de l'aube, mais quelque chose de plus fragile. Un silence qui suit un avertissement. Après un bref petit déjeuner et s'être occupée de ses roses, elle se dirigea vers le bureau de poste. Une foule s'était rassemblée devant un groupe de villageois qui murmuraient d'une voix anxieuse. Madame Penrose, serrant fermement son panier, se retourna à l'approche de Madame Sol Marple. Oh, Miss Marple, vous en avez entendu parler? Madame Osé Marple pencha la tête. Vous avez entendu quoi, ma chère? Il y a eu un cambriolage. Chez le notaire. Chez Monsieur Lively. Dans la nuit, Madame Osé Marple cligna des yeux, les mains légèrement crispées sur son sac à main. Un cambriolage, dites-vous? A-t-on volé quelque chose? Ils ne le savent pas encore. Mais c'est étrange, non? Enfin, qui voudrait quoi que ce soit d'un notaire? De vieux testaments et des titres de propriété, je suppose.
Ce n'est pas comme s'il y avait de l'argent liquide qui traînait. Je suppose que cela dépend, répondit doucement Madame Marple, de ce que l'on craint d'y trouver. À son arrivée, les agents avaient bouclé le petit bureau attenant à la maison de M. Lively. La porte était ouverte sur un gond, et à l'intérieur des tiroirs avaient été ouverts en grand, leur contenu répandu sur le sol comme des confettis. M. Lively lui-même se tenait au milieu de ce chaos, l'air harassé et pâle, s'adressant d'un ton sec à l'inspecteur Graves. « Ici, c'est tout à fait inédit, disait-il. C'est suis avocat ici depuis 43 ans, et jamais rien de tel ne s'était produit. Grave prenait des notes, jetant un coup d'œil au désordre. Savez-vous ce qui a été emporté précisément? Je suis encore en train de le parcourir. Mais jusqu'à présent, il ne semble manquer qu'un seul élément. C'est un dossier intitulé « C'est un document de Blackwell et Staton », le dossier contenant le testament mis à jour et la correspondance associée. Mosé Marple enjamba délicatement une pile de papier volant. « C'est airs étrange, Mosé, dit-elle sans vraiment poser de questions. Monsieur Lively se tourna vers elle avec une grimace. C'est homme, de toute évidence quelqu'un voulait ce dossier et rien d'autre. Grave leva les yeux. Quelqu'un qui risquait que son contenu soit révélé. Et quelqu'un qui avait eu le culot de s'introduire dans un bureau fermé à clé. Ajouta M. Lively. Il devait avoir une clé. Il n'y avait aucune trace d'effraction jusqu'à leur départ du moins. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis-je voir où était rangé le dossier Seton Punt? Monsieur Lively hocha la tête et la conduisit dans la petite pièce du fond. Un classeur en métal gris était adossé au mur. Un tiroir, le troisième en partant du haut, était ouvert. À l'intérieur se trouvaient des étiquettes pour les successions, les legs, les litiges fonciers. Tout était en ordre et intact. Une seule case était vide. Je l'y ai placé moi-même, dit M. Lively. Après la dernière visite de Madame Blackwell, qui savait où elle était rangée cette pont de fer, ou du moins je n'en ai parlé à personne, mais j'imagine qu'une personne déterminée aurait pu le deviner. L'étiquette n'était pas cachée. Miss Marple toucha le bord de la case vide avec ses doigts gantés. Son regard s'arrêta brièvement sur le reste de la pièce. La bibliothèque bien rangée, l'encrier à moitié plein sur le bureau. C'était la chambre d'un homme qui aimait l'ordre, ce qui rendait l'effraction d'autant plus violente. En quittant le bureau, elle trouva Grave debout juste devant, le front plissé. « Cet homme, cela change les choses, dit-il. Cela suggère une intention calculée, une intention continue. Ce n'était pas juste un acte de désespoir dans un moment de colère. Cela fait partie de quelque chose de plus vaste. Cet homme, tontor. Oui, appornanto cela tontornanto cela pour délibérer de vassamantosan torsana pornantosana pornantornantosana pornantornantosana pornantornantornantornantornantornan. Le docteur Fenwick n'était pas parti en visite à domicile, mais son assistante, une jeune femme nommée Clara Mitchum, l'accueillit. Clara était calme, méticuleuse et perçante. Et Mosé Marple l'avait toujours apprécié. Ils restèrent assis dans la salle de consultation pendant que Clara préparait le thé. Cet homme tournant. Clara prépornant, tournant. Clara hocha la tête, tournant. Clara hocha la tête. Cet homme tournant. Lui restèrent assis dans la salle de consul tournant. Il dit que c'est juste le stress de l'enquête. Et connaissait-il bien Madame Blackwell?
Cet homme tournant, 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 tournant. Il était arrogant. Il était arrogant. Il lui rappelait un banquier qu'elle avait poursuivi un jour plein de chiffres mais dénué de sens. Miss Marple ricana doucement. C'était frappant. Et pourtant elle avait légué de l'argent à la clinique, seulement après que son neveu, James, eut été écarté de la liste des candidats à la direction. Elle voulait que la clinique prospère sans influence. Et elle m'avait dit un jour que mieux vaut donner à la cause qu'à la marionnette. Cet homme tournant, 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 tournant. Seulement tournant, 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 tournant. Cet homme tournant, tournant, tournant. Cet homme tournant, tournant. Ennemi c'est ici. Mazément tournant, tournant, tournant. Vous croyez qu'elle croyait que quelqu'un était manipulé? Clara hésita. Elle ne dit jamais qui, mais elle dit craindre que quelqu'un ait les yeux rivés sur son argent, et non sur ses désirs. Il était tard dans l'après-midi lorsque Miss Marple rentra chez elle. Elle était fatiguée, plus qu'elle ne le laissait paraître, et s'accorda un bref repos dans son fauteuil. Dehors le soleil dessinait de longues lignes dorées sur le chemin. Son esprit tournait sans cesse, revenant sans cesse au dossier manquant. Si le tueur avait simplement voulu empêcher que le testament ne soit connu, il l'aurait détruit depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant, après le meurtre, alors que l'enquête était déjà en cours? Non, cet acte ne visait pas à empêcher toute découverte. C'était un ultime effort pour contrôler le récit et effacer les preuves des agissements de Madame Blackwell. Miss Marple écrivit une nouvelle ligne dans son carnet. Cet homme se dit en gris. Offensé. Fenwick. Accusé de mauvaise gestion. Warren. Victime de chantage. Lively. Gardienne des secrets. Elle entoura le dernier nom. Ce soir-là, alors que le village se préparait à une nouvelle nuit tendue, une lettre arriva à la porte de Miss Marple. Pas d'adresse de retour, seulement son nom griffonné d'une écriture fine et bouclée. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier de 4 mots seulement. Elle trouva la boîte. Miss Marple la relut 2 fois, puis une fois de plus. Elle la plia soigneusement et la plaça à côté de son carnet. Les bords du puzzle se rapprochaient. Demain elle mettait la dernière pièce en mouvement. Mais ce soir-là, elle réfléchit à la seule vérité que personne au village n'osait dire à voix haute. Madame Blackwell n'était pas morte à cause de qui elle était. Elle était morte à cause de ce qu'elle avait découvert. Et celui qui l'avait tuée feignait toujours l'innocence. Le lendemain matin commença dans un calme trompeur. Une légère brise agitait les coquelicots dans le jardin de Miss Marple, et les carillons de l'église Sainte-Marie résonnaient comme d'habitude sur les toits de cet onset. Malo, mais à l'intérieur de son cottage de Church Lane, Miss Marple agissait avec une urgence silencieuse. Elle avait reçu une autre lettre, c'est une enveloppe anonyme glissée sous sa porte à l'aube. Celle-ci ne portait qu'une seule phrase, griffonnée de la même belle écriture. Sais-tu. Il a peur que vous le sachiez. C'est inutile de demander à qui il faisait référence. Miss Marple avait réduit la liste des suspects pendant des jours, observant les réactions, lisant entre les mots. Le vol du dossier de succession n'avait pas été un acte de panique et si il avait été précis, calculé et désespéré. Elle n'avait pas encore de preuves, mais elle avait quelque chose de plus dangereux pour le plan coupable. À 9h30, Miss Marple se rend au presbytère. Le révérend et Madame Hargreaves venaient de terminer leur petit déjeuner et étaient ravis, quoique un peu déconcertés, de sa visite. C'est ans. Oh, je ne veux pas m'imposer, leur assura gentiment Mademoiselle Marple.
Je suis juste venu vous demander un petit service, même si cela implique une touche de théâtre. Ces étincelles aux yeux de Madame Hargreaves s'illuminèrent. Quel enthousiasme! Le plan qu'elle élabora était simple en apparence. Mademoiselle Marple présenterait, avec désinvolture, la découverte d'un objet anodin susceptible de faire réagir le véritable meurtrier, pas forcément par peur, mais dans la panique momentanée qui survient lorsqu'on réalise que ses secrets soigneusement rangés sont sur le point d'être dévoilés. À 10h30, les invitations furent envoyées par l'intermédiaire de Dora Simpkins, qui, reconnaissante de pouvoir à nouveau se rendre utile, se précipita de maison en maison comme un moineau. Miss Marple lui demanda de parler au docteur Fenwick, à Monsieur Lively, au Major Warren et à Judith Blackwell. Aucune raison ne fut précisée, si ce n'est qu'il s'agissait d'une brève réunion pour discuter des papiers de Madame Blackwell. Cela suffirait. À midi, ils étaient tous arrivés. Le salon du presbytère était lumineux et confortable, avec un délicat papier peint à fleurs et une grande baie vitrée donnant sur le jardin. Le thé avait été disposé avec précision. C'est une génoise Victoria, des tartelettes au citron, et tout à fait délibérément, une assiette de biscuits soigneusement disposée au centre. Miss Marple accueillit chaque invité avec une politesse chaleureuse, et aucun d'eux ne songea à remettre en question sa présence ou son but. Après tout, elle n'était qu'une gentille vieille femme qui avait un penchant curieux pour le tricot et la folie humaine. Monsieur Lively se tenait raide près de la cheminée, observant tout le monde avec une suspicion manifeste. Le Major Warren était assis dans un fauteuil au dossier rigide, sa canne posée à côté de lui. Judith croisa les bras et s'appuya contre le mur, les lèvres pincées et nerveuses. Le docteur Fenwick, en revanche, paraissait calme, même si son regard se posa sur les biscuits avec une gêne subtile. Une fois tout le monde assis, Miss Marple se leva. « Je m'excuse de vous avoir tous réunis, » commença-t-elle doucement. Cet homme, et s'il me sembla qu'avec tout ce désagrément, nous pourrions tirer profit de quelques précisions. Cet homme, elle fouilla dans son sac à main, et en sortit un morceau de papier plié. Ceci, dit-elle, est un fragment de lettre que j'ai découvert caché dans la boîte de conserve utilisée lors de la fête. Cette même boîte de biscuits avait mystérieusement disparu avant de réapparaître dans le garde-manger du presbytère. Inutile de vous expliquer combien il était curieux de trouver un tel mot à l'intérieur. Cet homme marque une pause, laissant la salle absorber ses paroles. Le silence s'éternisa. Cet homme vais le lire à voix haute. Il est écrit: cet homme ne permet pas que la vérité sur la demande fasse surface. Elle ne doit pas en parler. Cet homme un changement perceptible se produisit dans la salle. Judith cligna des yeux. Le Major Warren se redressa. La bouche de Monsieur Lively s'ouvrit légèrement. Mais Miss Marple n'observe qu'une seule personne, le docteur Fenwick. Sa réaction fut fugace mais sans équivoque, une crispation des mâchoires, une lueur de tension dans les yeux, et un regard vers la table à thé, comme si elle préparait soudain une sortie. Voyez-vous, poursuivit Miss Marple toujours sur son ton aimable et posé, je crois que Madame Blackwell a découvert quelque chose impliquant un abus de confiance. Elle avait des raisons de croire que quelqu'un qu'elle avait nommé à un poste de responsabilité avait, disons, déformé ses transactions. Personne ne répondit. Elle modifia son testament en conséquence, supprimant certains bénéficiaires et favorisant d'autres institutions. Voyez-vous, plutôt que des individus. J'imagine que ce fut un coup dur pour quiconque pensait hériter.
Finalement Judith rompit le silence. Vous dites que j'ai tué ma tante pour l'argent, c'est-on ce qu'elle me... Miss Marple tourna vers elle un regard bienveillant. Mansette, non ça, Mansette, je crois que vous étiez en colère, profondément blessée, même, mais pas meurtrière. Le chagrin et la cupidité ont des formes très différentes. Elle se tourna vers Monsieur Lively. Et vous, monsieur, avez un mobile mais pas l'occasion. Vous n'étiez jamais près de l'attentat et au moment critique. Il parut soulagé. Elle se tourna vers le major Warren. Et vous, je crois aviez toutes les raisons de craindre d'être démasqué. Mais vous êtes un homme d'honneur, même acculé. Finalement, elle regarda le docteur Fenwick. Et puis il y a vous, docteur. Il ne broncha pas, mais son regard se durcit. Vous aviez accès au dossier médical de Madame Blackwell. Vous comprenez ses habitudes. Vous aviez aussi quelque chose à perdre. Une carrière menacée par des allégations de mauvaise gestion financière. Peut-être était-elle vraie, peut-être pas, mais elle le savait, et elle comptait bien le faire savoir. Elle était sénile, dit soudain Fenwick d'un ton sec. Elle ne savait pas de quoi elle parlait. Miss Marple hoqua doucement la tête. Bon, pourtant, pas trop sénile pour rédiger un Nouveau Testament, pas trop sénile pour cacher une lettre qu'elle craignait d'être détruite, et pas trop sénile apparemment, pour mourir seulement après que vous lui ayez servi une tasse de thé. Fenwick se leva brusquement. C'est absurde. Pensez-vous que je l'ai empoisonné à la vue de tout le village, lors d'un événement public? Miss Marple soutint son regard. Non, je pense que vous avez trouvé un moyen astucieux d'utiliser quelque chose d'aussi ordinaire qu'un biscuit pour lui infliger une dose amère. De la digitale, je crois. Vous saviez que ça ne la tuerait pas immédiatement, juste assez vite pour qu'elle s'effondre peu après avoir mangé. Vous avez peut-être même prévu de blâmer son cœur. Elle fait un geste vers la table à thé. En fait, ces biscuits proviennent de la même fournée que ceux servis à la fête. La recette, m'a-t-on dit, venait de votre gouvernante. Le sang-froid de Fenwick se brise légèrement. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Non. Miss Marple a qui ça? Pas encore. Mais il y a des empreintes digitales sur cette boîte. Et Clara Micham se souvient que vous l'aviez empruntée pour transporter des provisions 7 le matin de la fête. Vous l'avez rendue vide, le silence retombe dans la pièce. Miss Marple se rassit, la voix toujours douce. Voyez-vous, docteur, la vérité laisse toujours des traces. Même quand on croit les avoir rangées. L'inspecteur Grave s'avança depuis la pièce voisine, où il avait écouté tout le temps. Le docteur Fenwick se retourna, partagé entre indignation et résignation. « Vous m'avez trompé, Pun, siffla-t-il. » Miss Marple esquissa un petit sourire, presque d'excuse. « Tête. »« Non, docteur. Je vous ai simplement donné l'occasion de vous expliquer. 7. Vous avez préféré nier. » Alors que Grave posait une main sur son bras et l'entraîne hors de la pièce, les autres restèrent assis, stupéfaits dans un silence de mort. Seule Miss Marple ne parut pas surprise. Elle se servit une tasse de thé, la remua 2 fois et prit un biscuit. « J'ai toujours dit, murmura-t-elle, c'est que les plus petites choses révèlent les plus grandes vérités. Surtout dans les villages. Et surtout chez ceux qui croient que personne ne les regarde. » 7. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent de nouveau. Une autre matinée à 7, Mallows, retrouvant son rythme paisible. Mais Miss Marple, les yeux légèrement brillants, savait que le village ne serait plus jamais tout à fait le même. L'air à 7, Mallows cet après-midi-là était inhabituellement calme. Les villageois, ayant appris le renvoi du docteur Fenwick du presbytère par l'inspecteur Grave, se mirent à spéculer. La nouvelle se répandit rapidement, on avait assisté à l'arrestation, mais moins d'1 heure plus tard,
On savait que le médecin avait été emmené à Mouche-Norcombe pour un interrogatoire officiel. Mademoiselle Marple, cependant, ne fit pas d'apparition triomphale, ne donna pas d'explication théâtrale et ne jubila certainement pas. Elle retourna discrètement à son cottage après la réunion au presbytère, rangea soigneusement ses gants dans un tiroir et se prépara un souper simple. Elle n'était pas du genre à se montrer très cérémonieuse. Mais alors que le soleil couchant déclinait et dorait sur les toits, l'inspecteur Graves arriva à sa porte. Il portait encore son uniforme, l'air pensif, presque abattu. Miss Marple le fit entrer dans le salon et lui offrit du thé, qu'il déclina. Il se tenait près de la cheminée, les bras croisés, un pli de perplexité entre les sourcils. J'avoue, commença-t-il, que je n'étais pas convaincu par votre petite réunion. Je pensais que c'était plus du théâtre de village que de la bonne procédure. Mademoiselle Marple, qui s'était remise à tricoter, hocha la tête. Eh bien, inspecteur, vous ne seriez pas le premier à prendre les agacements d'une vieille femme pour de l'insignifiance. Graves eut un léger rire, bien que le poids de l'affaire pesait encore sur lui. Mais ça a marché, dit-il enfin. Vous l'avez fait parler. Vous aviez prédit la faille dans son sang-froid à la seconde près. Miss Marple marque une pause avec ses aiguilles, la voix basse. Les meurtriers se trompent souvent eux-mêmes. Il pensait avoir tout planifié avec brio. Il avait les connaissances médicales, l'accès et l'opportunité. Mais ce qu'il sous-estimait, ce qu'il sous-estime toujours, c'est la difficulté de mentir une fois la pression montée. Graves fit lentement le tour de la pièce, les yeux rivés sur la boîte à biscuits qui reposait maintenant innocemment sur une table d'appoint. Vous aviez raison pour la boîte, dit-il. Ses empreintes étaient dessus, aux côtés de celles de Miss Measham, naturellement et de plusieurs autres. Mais les siennes étaient cohérentes avec la manipulation et le placement. C'était étrange, comme s'il l'avait saisie par les bords, avec force. Parce que c'est vrai, répondit Miss Marple. Il avait caché la fiole de numérique à l'intérieur, sous le double fond. Il l'avait modifiée quelques jours plus tôt. Cela faisait toujours partie du plan. Personne n'avait pensé à regarder dans une boîte à biscuits. Graves se retourna, fronçant légèrement les sourcils. Mais quel était le mobile, au juste? Était-ce juste le testament? Cela ne vaut guère un meurtre. Miss Marple secoua lentement la tête. Non, inspecteur, il n'a jamais été question d'argent. C'était une question de contrôle, de réputation et de fierté. Le docteur Fenwick avait détourné de petites sommes du compte de la clinique. Rien d'extraordinaire au premier abord, des modifications mineures, des chiffres changeants. Mais Madame Blackwell était perspicace, surtout avec les chiffres. Elle l'avait d'abord interrogé en privé, et lorsqu'il avait nié, elle avait discrètement modifié son testament. Elle avait également rédigé une lettre à l'ordre des médecins locaux, détaillant ses soupçons, mais elle ne l'avait jamais publiée. Je crois qu'elle lui donnait une chance de réparer ses torts. Graves se frotta la tempe, et au lieu de cela, il la fit taire. Exactement. Elle était devenue une menace pour tout ce qu'il avait construit. Il l'avait peut-être justifié par son instinct de survie, mais un meurtre, inspecteur, est rarement logique. Il est plus souvent motivé par la peur et la vanité que par la haine. Il s'assit lourdement en face d'elle. Et le fragment de lettre, c'était, dit-elle avec un léger sourire, son assurance. Caché dans la boîte, là où, pensait-elle, personne n'oserait regarder, ou où quelqu'un pourrait le trouver si elle ne pouvait pas parler. Graves hocha la tête. Elle était intelligente. Elle l'était, dit Miss Marple d'une voix plus douce, et peut-être un peu cruelle aussi, à sa manière. Mais personne ne mérite de mourir pour avoir été gênant. Ils restèrent assis quelques instants dans un silence complaisant. Dehors, le doux bruissement du soir emplissait l'air. Graves se leva enfin. Je veillerai à ce que le reste soit traité correctement. Il ne s'en tirera pas comme ça. Pas maintenant. Miss Marple sourit.
J'ai entièrement confiance en vous, inspecteur. » Après son départ, elle reprit son tricot, bien que ses mains bougent plus lentement maintenant. L'affaire avait été résolue, du moins formellement, mais son esprit s'attardait non pas sur les coupables, mais sur les autres. Judith Blackwell, par exemple, avait été aperçue à la poste ce matin-là, postant une lettre et parlant à Madame Cranley, avec une politesse surprenante. Peut-être le choc de la mort de sa tante et l'épreuve de la suspicion l'avait-elle fait réfléchir. Peut-être commençait-elle à comprendre ce que signifiait être considérée comme négligeable et à se raviser. Le major Waring était sorti se promener plus tôt, canne à la main, arborant ses médailles avec une rare visibilité. Ses épaules semblaient plus droites, ses pas plus mesurés. La honte qu'il avait redoutée ne pesait plus. Étrangement, il avait été libéré. Monsieur Lively avait repris ses activités habituelles, quoique légèrement plus calmes. Il avait rouvert son bureau avec l'aide de la jeune Dora Simpkins, qui avait pris en charge quelques tâches administratives supplémentaires pour l'aider à remettre les choses en ordre. L'expérience l'avait certes déstabilisé, mais il y avait quelque chose dans son attitude, une ouverture d'esprit, qui suggérait peut-être que l'humilité s'était installée. Quant à Clara Meacham, elle était passée le lendemain soir à porter à Miss Marple un petit panier de prunes fraîches. « Zette, je ne lui ai jamais fait confiance », avait-elle avoué à voix basse. Il était toujours prudent avec les patients, mais froid, jamais cruel, exactement, mais pas gentil non plus, avait conclu Miss Marple avec douceur. « Oui, effet, avait dit Clara, visiblement soulagée. Exactement. À présent, alors que le crépuscule tombait, et que les lumières du village vacillaient une à une, Miss Marple était assise seule dans son salon, le fil lui glissant entre les doigts, tandis qu'elle défaisait une petite chaussette bleue. Elle la plia, la déposa soigneusement dans un panier en osier à côté de 3 autres, et regarda par la fenêtre. Le calme de cette Malo était revenu, même s'il n'était plus tout à fait le même qu'avant. Une couche avait été retirée, remplacée par la conscience collective, que même dans un village de haies bien entretenues et de fenêtres aux rideaux de dentelle, l'obscurité pouvait encore s'installer. Miss Marple ne regrettait pas cette prise de conscience, elle la respectait. L'illusion de sécurité était réconfortante, certes, mais ce n'était qu'une illusion. Et pourtant il y avait de la beauté à savoir que la vérité pouvait encore triompher. Avec de la patience, de l'observation et la bonne question posée au bon moment, même les secrets les plus enfouis pouvaient être révélés. Elle se leva, éteignit la lampe et se dirigea vers la cuisine pour faire chauffer l'eau. Demain, le jardin aura besoin d'entretien. Les dahlias commençaient à faner, et les premiers chrysanthèmes à fleurir. La vie après tout continuait, même après un meurtre, surtout après un meurtre. Et Miss Marple, toujours attentive, toujours bienveillante, toujours vigilante, serait là quand cela arriverait. Le village de cette Malo s'éveilla sous un ciel plus clair, et le léger murmure de contentement qui suivit souvent une longue et pénible tempête. L'odeur du pain du matin, provenant de la boulangerie de Madame Leadbetter, flottait dans la rue principale, se mêlant à l'arôme floral du jasmin de fin d'été. Des voix d'enfants s'élevaient de l'école, leur rire strident ponctuant l'air matinal comme des cloches. Le meurtre de Madame Laetitia Blackwell n'était plus évoqué à voix basse et avec effroi. Il était entré, comme c'est souvent le cas dans les petits villages, dans les annales de la mémoire collective. C'est une histoire à raconter avec de légères variations, autour de la confiture et de la crème, un récit édifiant ponctué de regards nerveux et de phrases murmurées comme ces pauvres femmes et une entreprise épouvantable. Le docteur Fenwick n'est pas revenu. Après son arrestation, il avait été transféré dans un centre de détention de Mouch-Norcombe en attendant son inculpation. Les preuves rassemblées régulièrement et sans chichi,
était accablant. La fiole de digitaline avait été découverte dans le fond creux d'un tiroir de son bureau, niché sous un faux panneau, avec une seconde fiole inutilisée et une série de documents financiers falsifiés de la clinique. Son calme s'était effondré face à la trace écrite et détaillée, minutieuse et accablante. C'est Monsieur Lively, encouragé discrètement par Mademoiselle Marple, qui avait examiné les registres de plus près et relevé les incohérences. Des chiffres qui semblaient mineurs isolément formaient un motif lorsqu'on les comparait. Ce motif, remarqua Mademoiselle Marple, ressemblait à une broderie, visible seulement lorsqu'on prend du recul pour en saisir l'ensemble. Miss Marple elle-même n'assista pas à l'enquête, bien que sa déposition fût lue à voix haute au tribunal. Elle n'avait aucun intérêt pour le spectacle, et sa satisfaction ne résidait pas dans la punition, mais dans le calme retrouvé du monde qu'elle connaissait si bien. Au lieu de cela, elle passait ses matinées à tailler les derniers rosiers de la saison, et ses après-midi à prendre le thé, à échanger des lettres et à recevoir occasionnellement des visiteurs. Le mardi, Judith Blackwell arrive. Elle avait l'air nettement différente, son air moins frénétique, ses épaules plus détendues, son expression plus pensive. « Cette nuit je vous dois des excuses, Miss Marple », dit-elle en entrant dans le salon. « Cette nuit je ne me rendais pas compte à quel point j'étais aveugle. » « Peu d'entre nous le sont peu seuls, répondit Miss Marple avec un sourire, posant son tricot. « Cette nuit jusqu'à ce que nous soyons obligés de voir. » Cette nuit Judith prit la chaise offerte et regarda autour d'elle. « Cette nuit c'est étrange. Je repense à toutes les choses que je n'ai jamais demandées à tante Laetitia. J'ai toujours pensé qu'elle essayait de me contrôler, mais peut-être me protégeait-elle à sa manière. » Miss Marple hocha la tête. Elle n'était pas une femme connue pour sa douceur, mais je crois qu'elle se souciait plus de moi qu'elle ne le laissait paraître. J'ai décidé de quitter le village pour un temps peu saut, dit Judith après une pause. Cette nuit je disais un poste à battre, dans une petite maison d'édition. Je pense que je vais l'accepter. Cette nuit je dis Miss Marple doucement. Cette nuit je dis Miss Marple doucement. Cette nuit je disais peu saut disais peu. Cette nuit je disais pourra nuit je disais pourra nuit je disais peu. Tandis que Judith prenait congé, Miss Marple observait par la fenêtre, sa silhouette haute et solitaire dans le chemin, mais marchant d'un pas décidé. Elle espérait sincèrement que la jeune femme réussirait, loin de la longue ombre du ressentiment qui s'accroche si souvent aux attentes héritées. Plus tard dans la semaine, Dora Simpkins arriva avec un bouquet de fleurs sauvages et une boîte de sablés. De vrais biscuits Miss Marple, de chez le boulanger, pas ces horribles biscuits secs de la fête. Elle parla de ses nouvelles tâches à temps partiel avec Monsieur Lively et peu du classement, surtout, et de l'organisation de la paperasse. C'est un travail ennuyeux, dit-elle, mais paisible. Et après tout ça, ça ne me dérange pas d'être paisible. Miss Marple acquiesça. La paix Dora n'est jamais ennuyeuse pour ceux qui savent ce que c'est que d'être vraiment perturbé. Dora rougit, visiblement flattée. Monsieur Lively dit que j'ai le sens du détail dentelle. Il m'a même demandé si je pourrais suivre une formation pour devenir secrétaire un jour. Et ça vous plairait-il? Dora acquiesça. Beaucoup. Après son départ, Miss Marple resta assise un moment avec son thé, contemplant le petit jardin. Les abeilles bourdonnaient paresseusement autour des hortensias. Le monde commençait à se redresser. Le major Waring arriva ensuite, une semaine plus tard apportant un pot de marmelade et une vieille photo de lui et du colonel Blackwell, prise pendant leur service en Birmanie. « J'ai pensé que vous apprécierez l'histoire, Mutty, » dit-il d'un ton un peu brusque en attendant à Miss Marple. « Cette nuit je vous semblais comprendre le poids de la mémoire mieux que quiconque. Cette nuit je disais puis je dois le porter encore, n'est-ce pas? Cette nuit je disais tourna le regard. Certaines choses ne vous quittent pas.
Cette nuit je bois la première fois depuis des années, je ne me sens pas redevable. La mort de Laetitia fut une tragédie, mais peut-être une de celles qui libérèrent quelques personnes. Miss Marple n'était pas en désaccord. Alors que les jours raccourcissent et que les soirées deviennent plus fraîches, les villageois commencent à se préparer pour la fête des moissonneurs. Des paniers de pommes apparurent devant les portes, et l'air embaumait l'air d'un parfum de fumée de bois et de cannelle. La fête champêtre semblait désormais un souvenir d'une autre saison, bien loin du nouveau départ que promettait l'automne. Pourtant, malgré le retour à la routine, quelque chose avait changé au village. Les gens s'arrêtaient plus souvent pour parler gentiment. Une nouvelle prudence régnait dans leurs relations, un rythme plus doux dans leur commérage. Ils ne pensaient plus que la respectabilité garantissait la vertu, ou que la familiarité signifiait l'innocence. Un matin, alors que Miss Marple se promenait le long de la pelouse en se rendant au cimetière, elle croisa le jeune Harry Codley qui notait le prix des mûres sur un tableau devant le marchand de fruits et légumes. Il inclina sa casquette avec un sourire. « Bonjour, Miss Marple. Il paraît que c'est vous qui avez résolu le mystère. » Elle lui adressa un sourire bienveillant. « Oh Harry, je ne dirais pas ça. J'écoutais simplement quand les autres étaient trop occupés à parler. » Il rit, quoique un peu nerveusement. « Tu sais, dit-il en baissant la voix, ça donne à réfléchir. Ça te fait réaliser que les gens voient plus loin qu'on ne le pense. » Pas toujours, dit-elle, mais ceux qui perçoivent bien les choses discrètes trouvent généralement la vérité qui les attend. Cette nuit je le laissa songeur. Cet après-midi-là, elle reçoit une lettre de son neveu Raymond. C'était une lettre joyeuse, pleine de discussions sur ses derniers projets littéraires et sur son insistance à venir passer Noël avec lui à Londres. Elle sourit en pliant le journal et en le rangeant soigneusement dans le tiroir de son bureau. Peut-être partirait-elle, peut-être pour un temps, trouverait-elle son jardin contre le bruit de la circulation urbaine et ses soirées tranquilles contre l'animation des boutiques et des théâtres. Mais pas tout de suite. Il y avait encore quelque chose de réconfortant à cette Malo, même dans son état délabré. Malgré tout ce qui s'était passé, c'était un lieu où l'ordre autrefois perdu pouvait être rétabli lentement, doucement, comme au tournant d'une saison. Miss Marple se remit à tricoter, ses aiguilles cliquetant doucement tandis que le crépuscule s'installa sur le village. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Elle avait seulement besoin de la certitude que, pour l'instant du moins, justice avait été rendue, et dans un village où les plus petites choses comptaient, une boîte manquante, un biscuit amer, une parole entendue à voix basse, elle savait qu'il y aurait toujours une autre vérité, quelque part, attendant d'être découverte, et quand ce jour viendra, elle sera prête.